Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e du mardi. Je recommence, c'est la chaleur. Les 2e et 4e mardis du mois à 14h et dorénavant en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. C'est un euphémisme de dire que la situation à Fukushima est désastreuse. Aujourd'hui même, on apprend que pour la 2e fois en une semaine, de la vapeur se dégage du bâtiment numéro 3, sans que nous soit donnée aucune explication satisfaisante. La compagnie TEPCO a reconnu hier que des eaux souterraines radioactives s'écoulent vers l'océan Pacifique. Les taux de césium-134 dans ces eaux souterraines s'envolent. Les sacs de déchets radioactifs s'entassent au bord des routes. Les maladies dues à la radioactivité se déclarent de façon exponentielle. On apprend que 2000 travailleurs de Fukushima ont été exposés à des doses énormes de radioactivité. Le directeur de la centrale de Fukushima est décédé d'un cancer. Les enfants jouent dans des zones contaminées et le gouvernement encourage le retour des réfugiés dans ces territoires à horizon 2020. Pour revenir sur cette catastrophe et parler aussi des élections sénatoriales qui ont eu lieu au Japon ce dimanche, nous avons le plaisir d'accueillir Kenichi Watanabe, auteur du documentaire Le monde après Fukushima, diffusé sur la chaîne Arte en mars 2013. Bonjour. Bonjour. Vous nous entendez bien ? Oui, j'entends bien. Bon, ben, je vous entends très bien aussi, alors c'est parfait. Vous êtes documentariste et réalisateur, vous résidez en France, mais vous vous rendez très régulièrement au Japon. Et vous y étiez le 11 mars 2011 pour préparer un documentaire intitulé ironiquement la face cachée d'Hiroshima. Oui. Vous étiez à Tokyo la première semaine après le 11 mars. Est-ce que cette idée de réaliser un documentaire sur Fukushima vous est venue là tout de suite? Est-ce que c'était immédiatement vécu par vous comme une nécessité? Oui, nécessité assez globale, c'est-à-dire c'était tellement particulier, choquant, tellement comme catastrophe, on n'a jamais vu, même toute après-midi, après-guerre, et on a on avait l'impression, il faut s'exprimer cette expérience. C'est plus ou moins toutes les personnes qui a dans sa tête de passer, parce que il y avait plus rien. Le pouvoir s'effondrait, information complètement perturbée. On a eu vraiment peur une semaine, parce que on a rien, des choses à croire. Et on était complètement en état de chaotique niveau de l'information, et puis donc ça c'est un choc vraiment civilisation culturelle, totalité, et ça cette expérience il fallait on a pensé il faut mettre l'expression, transmettre l'expression comme une expression. Donc après réfléchir en voyant ce qui se passe à Fukushima, qui d'ailleurs jamais améliore jusqu'à aujourd'hui, et puis
au fur et à mesure du temps passé, de colère, tous de sentiments vis-à-vis de politique, vis-à-vis de même mentalité des gens, des peuples industriels, de tout ce qui est voilà qu'on croyait qui était s'effondrer comme combustible de réacteur et donc il faut concrétiser chacun de son côté se débrouiller et puis à mon cas j'ai choisi comme vous voyez le film une sorte de concentration de prise de conscience pour avancer des choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé là les premiers jours entre le 11 mars 2011 et le 14-15 mars? Est-ce que vous nous parlez de la défaillance de l'État? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un peu, ce qui s'est passé? Vous étiez perdu, il n'y avait rien? 11 mars, c'était vendredi après-midi. Et donc ça c'est assez important comme élément. On est entré de week-end. Et le vendredi après-midi, on a eu un séisme et puis une heure après, on voyait sur les images ce qui s'est passé au nord du Japon. Et on a passé dans ce contexte inquiétude samedi, dimanche. Et l'information était plutôt minimiser des choses. C'est-à-dire ça va aller, on va, voilà. C'est pas grave. Le lundi, et donc le week-end de semaine commence. Tout d'un coup, il n'y a plus de train. Par exemple, à Tokyo, à Tokyo, il n'y a plus de train pour accès à Tokyo. Pour accès à Tokyo, j'avais rendez-vous avec quelqu'un 20 km de Tokyo, qui s'appelle la ville de Yokohama. J'avais rendez-vous à 11h du matin, je me souviens. Et elle ne peut pas venir à Tokyo, il n'y a pas de métro, pas de train, pas de bus, aucun transport. Et là, il n'y a aucune explication. Et on a l'impression que, moi, je me sentais que c'est quelqu'un qui bloque, qui a un rassemblage des populations au centre de Tokyo. Oui. Et c'est une manière de rester à côté de chez vous tranquillement. Mais il n'y a pas d'annonce comme ça. Et bloqué. Tout est bloqué et quand on demande, par exemple moi j'étais à gare, j'étais à côté de la gare donc j'ai demandé à la gare, même oui, et pourquoi le bus pour aller à l'aéroport c'est bloqué, il marche pas, pourquoi, ils ont expliqué c'est effectif, chauffeur de bus, il n'y a pas de chauffeur de bus parce que le train est bloqué. Bon, c'est pas d'explication raisonnable. Ça commence comme ça un peu le 14 mars, lundi matin. Et d'ailleurs, à 11h, 14 matin, c'était le deuxième réacteur qui a explosé. Réacteur 3. Qui a le problème. Le 3, on sait que c'était 3, c'est le combustible MOX qui était là. Et le 3 qui était, malgré qui n'était pas fonctionné, qui était au cours de examination. Donc, réacteurs de fission n'étaient pas au cours, mais ils sont explosés avec cette façon nettement différente que le premier explosion réacteur premier. Et c'était une vraie explosion qui le fumée tout chasse vers haut et
puis ce jour-là, après-midi, tout de suite à côté, tout de suite après-midi, c'est le réacteur. Non, c'est le lendemain matin. Réacteur 4 et puis réacteur 2. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vie quotidienne, niveau d'information, et ce qui se passe à Fukushima, ça résonne doute, et en même temps, c'est le peur qui n'est pas du tout informé, pas d'explication officielle, pas d'information sur le média. Et sur Internet, beaucoup de gens qui ont accès à Internet, le média étranger, c'est contraire. Il imagine le cas le pire, donc il y a deux informations extrêmes, minimisation des choses au Japon, et sur Internet, médias étrangers qui un peu, même trop, oui, mais ils avaient raison, de dramatiser un peu, même de risques, évoquer de risques. Entre deux informations, vraiment, on est complètement perdu. Cette perte de conscience, de perte d'information qui donne finalement énormément de peur. Et puis, voilà, ce qui se passe lundi 14 mars, et évidemment 15 mars, mardi matin, à 5 heures du matin, un troisième réacteur, le bâtiment de réacteur qui explose. Et après-midi, vers midi, c'est le quatrième qui explose. Donc, quatre réacteurs, bon, c'est pas réacteur soi-même, mais 4 bâtiments qui couvrent le réacteur, explosés à cause de explosion hydrogénique. Et là, on est vraiment réalisé l'état grave le 15 mars. Ça, c'est le mardi midi à peu près. Et ce qui s'est passé, c'était, voilà, le 15 mars, c'était une vraie catastrophe nucléaire. Ce qui s'est passé au Japon, c'est le 15 mars. Ouais. Oui, c'est intéressant parce que nous, ici en France, on voyait ça sur Internet, c'était abominable. Enfin, on avait compris, quoi. On avait compris ce qui était en train de se passer. C'était... On va peut-être revenir un peu à votre documentaire, donc le monde après Fukushima. Dans ce documentaire, vous faites la place surtout à des témoignages de gens qui habitent sur place, d'habitants qui habitent donc à côté de Fukushima. Est-ce que ça a été facile pour vous de rentrer en contact avec eux? Est-ce qu'ils avaient une petite réticence ou est-ce que c'était Alors, au niveau de repérage, on dit repérage de notre métier, repérage, c'est-à-dire préparer avant le tournage, faire le voyage pour préparer, organiser le tournage ou organiser voilà, efficacement le tournage en chaîne. Et puis, en même temps, c'est approfondir des choses. Et là, donc, au moment de repérage, c'est-à-dire 3 mois avant le tournage, quasiment j'ai peu les gens que j'ai contactés. Et puis, il y a donc, comme il n'y a pas de caméra, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps de faire convaincre de l'idée de médias, l'idée de l'intention de réalisateur, l'idée de l'émission, caractère de chaîne, tout il fallait expliquer pour faire convaincre, pour avoir de confiance mutuelle. Et puis, donc,
c'était pas facile, mais c'était pas difficile non plus. Simplement, il faut mettre le temps, il faut discuter, il faut vraiment parler au cœur. Sinon, en surface, ils ont eu beaucoup de médias depuis la catastrophe. Et tous les médias qui passent surface, voilà, de rendez-vous, au téléphone, arrive à caméra, tourner, s'en va et revient plus. Là, ils ont beaucoup d'expérience comme ça, donc en général, ils en ont marre de contacter avec les médias. Oui. Mais si Oui. on donne le temps et comment dire, on est montré de l'honnêteté de l'idée de, oui, ça c'est le basique. Le documentaire, c'est de toute façon c'est basique, c'est pareil que d'autres cas. Ce n'est pas spécifiquement de Fukushima, mais bon, ce qu'on peut dire, c'est les gens de Fukushima, ils ont tout le temps d'interrogation de médias qui passent, mais avec curiosité, l'intérêt très orienté, très limité, parfois propagande officielle, autorité. Donc, ils sont très très méfiants. Ils sont très très méfiants pour les journalistes, pour les médias, surtout la télévision. Ça, c'est sûr. Donc, si vous y allez, il faut bien préparer le temps et puis préparer le temps de discuter. Voilà. Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont plus ou moins, touché Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes pour vous là dans les récits? Ah oui, c'est les femmes toujours. Oui. Ouais. C'est des enfants, les femmes qui a des enfants. J'ai demandé à faire le table ronde devant la caméra. Et puis Madame paysan, agricultrice, l'âge de 60 ans, qui a évacué. Elle habite actuellement la maison provisoire construite assez rapide, 3 mois après. 3 mois après la catastrophe, elle est évacuée dans la maison provisoire. Et même aujourd'hui, rien ne changeait autour d'elle. Et sa prise de conscience, c'était vraiment on doit apprendre à elle des choses. Elle se bat encore aujourd'hui, mais elle a, oui, elle était bien comme témoignage. On a retourné chez elle avec le compte GGR et puis elle a mesuré, elle a raconté sa vie actuelle. Oui. Donc elle, c'est une réfugiée, donc elle a quitté la zone contaminée, mais il y a des gens il y a encore des gens qui habitent là-bas, et vous avez des contacts avec des gens qui sont encore sur place Dans la zone, il y a une personne, oui. Ça, il est assez médiatisé en même temps, mais une personne qui reste vivre pour s'occuper des nourritures des animaux domestiques, oui. Il est assez connu, non, même en France. Oui, oui. Je crois que il va être fatigué et puis il va être malade, problème de santé, oui. Oui. Donc vous avez donc vous avez intitulé votre film, votre documentaire, le monde après Fukushima. Alors qu'est-ce qu'il a changé Qu'est-ce qui a changé dans le monde après Fukushima? Au début, c'était le monde d'après. Non. Le monde après Fukushima. Au titre original, c'était le monde d'après. D'après, oui. Mais comme il y a de
même titre de l'émission qui était à côté, on a changé le monde après Fukushima. Et le monde après Fukushima, le sens personnel à moi, c'est voilà, de vision de monde a été basculée. Ça, c'est plus ou moins, tout le monde est d'accord. Je crois que toutes les populations japonaises sont d'accord. Si on évoquait, discutait au profond, tout le monde sont d'accord parce que c'est quelque chose effondré de valeurs qu'on croyait. Donc le monde a changé avant, après le catastrophe 11 mars, suite la catastrophe nucléaire de Fukushima. Vision du monde a changé. Ça, c'est ce sens-là. Est-ce que ça c'est vrai pour enfin, on peut pas généraliser, mais c'est vrai pour une grande majorité des gens au Japon, ou c'est la grande majorité du Japon, on peut dire. Malgré politiquement, c'est pas visible, mais oui, on va en c'est parler. sûr que c'est sûr que tout le monde a senti cette expérience. À partir de cette expérience, certaines visions a été modifiées, changées. Quant à moi, c'est basculé, c'est plus fort. Basculer, carrément. Oui. Bon, alors vous dites aussi que vous avez fait ce film un peu comme un devoir, c'était un devoir moral pour vous, un devoir éthique, et donc il est subjectif, il est poétique. C'était votre façon de, après le basculement. Oui, je sais. Après Fukushima, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats sur le choix énergétique, d'abord qui se lève, et choix de nucléaire par rapport à d'autres outils qui fabriquent l'électricité. On parle choix politique de d'autres pays, surtout allemands, de pays scandinavies, Suisse, tout belge. On a parlé beaucoup. On a parlé beaucoup pendant un an après Fukushima sur choix comme énergétique. Et il y a plusieurs axes pour parler de ça. Et puis il y a des réflexions, beaucoup de techniques. Et je voulais quelque chose de plus large, envelopper tout ça. Je voulais focuser une prise de conscience de basculement, c'est-à-dire technique. Évidemment, bien sûr, c'est important comme base d'information. Technologie, chiffres, tous les chiffres, tous les coûts, tous les risques de comme le pays comme au Japon, c'est le risque de tsunami, tremblement de terre, d'aspects scientifiques. On a parlé beaucoup, mais ça ne suffit pas. J'avais l'impression que ça ne se remplit pas de cet sentiment basculement. Et donc, même aujourd'hui, je continue de chercher une expression audiovisuelle, bien sûr, de mon métier, quelque chose de plus mené reconnaissance profonde. Parfois, on a besoin de discours philosophiques, peut-être. Parfois, on a besoin d'expression littéraire comme poète. Comme ça, je vais essayer. C'est vrai que je vais essayer d'avoir de plus de culturel aussi
plus large expression sur prise de conscience, oui. Vous avez dit dans un entretien, quelque part, depuis le 11 mars, je ne peux plus vivre sans penser à Fukushima. Donc, Ah oui, oui. C'est le basculement, ça. Naturellement, on peut pas oublier. On peut pas oublier. Et puis, ce qui se passe tous les jours, on s'informe. Par exemple, en français, il y a le bon site, ça s'appelle, si vous tapez le blog de Fukushima, c'est quelqu'un qui est vraiment un peu comme moi, comme tout le monde, et s'intéresse à ce qui se passe actuellement sur Centrale, parce que Centrale ne finit pas. Aujourd'hui, même maintenant, c'est au cours. Donc, on peut pas lâcher les yeux, et puis on peut pas oublier même une journée. À la fin de la journée, alors qu'est-ce qui se passe, Fukushima? Tous les jours, on a vécu comme ça de 2 ans et 5 mois. Et là, si on continue comme ça 2 ans et 5 mois, suivi, information, comment on peut exprimer ça? On va être ridiculisé de situation, absurdité totale, quelque chose. On doit tâcher de ne pas tomber cynisme politique. C'est tellement en désespérance, tellement évidence de mensonges, tous les jours. Bon, nous, on aimerait bien que les Français prennent conscience qu'après la catastrophe, c'est bien un vrai basculement qui s'opère. Alors, pour terminer, parce ça passe vite, une demi-heure, mais on a encore un petit peu de temps. Donc, dimanche, il y a eu des élections sénatoriales au Japon. Et alors, il y a une toute petite bonne nouvelle et puis des mauvaises nouvelles. Vous pouvez nous commenter peut-être votre sentiment par rapport à ça? Oui. Alors, le résultat d'élection, c'était déjà prévenu avant, donc c'est pas étonnant. Et puis, c'était moins catastrophique que j'ai pensé. Et bon, je entre pas les détails. Et le côté l'espoir un peu surpris, c'est un candidat qui s'appelle Taro Yamamoto. Même j'ai traité j'ai eu un petit interview dans le film. Il est acteur. Il est acteur engagé politique après 11 mars, basculé à 11 mars. Engagé dans la politique, complètement chassé, exclu dans son métier, dans le cinéma, dans la télévision. C'est un acteur de variété, c'est un acteur comédien. Il était assez connu et il a plus de travail à cause de cet engagement politique côté contre-nucléaire. Et il y a 6 mois, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, il a fait le candidature de député avec l'accord de petit parti gauche, mais il n'a pas réussi. Et cette fois-ci, il a tout refusé. Le lien avec parti existait, et il a fait le campagne uniquement avec le volontariat bénévole citoyen qui a de même idée, c'est-à-dire contre-nucléaire, et puis pendant la campagne, il fait que ça. Contre-nucléaire, anti-nucléaire, sortie de nucléaire. Et là, il a eu plus de 1 million de voix comme
de campagne politique, électorale très originale et rien d'argent, rien d'aide ni syndicat, ni parti, que des voix de citoyens. Il a gagné à Tokyo, et puis ça, c'est quelque chose encourageant, et puis espoir, et puis ça donne de éclaircissement dans la politique, et puis là, il y a des potentiels, cette manière de mouvement. Bah, la mauvaise nouvelle, par contre, c'est que donc, le parti de M. Abe est majoritaire, et M. Abe est évidemment tout à fait pro-nucléaire. Oui, oui. Et voilà, et, je sais pas, il y a des craintes aussi que M. Abe modifie la constitution, la constitution japonaise. Et vous pouvez nous en dire un petit mot, ça, en particulier sur la guerre Écoutez, Monsieur Abe est assez spécial comme famille de... D'ailleurs, c'est la famille noble de politiciens conservateurs. Son père, son grand-père était Premier ministre. Et lui... mais ce qu'il veut, c'est un politicien nationaliste typique, tout le monde sait maintenant. Et nationalisme au niveau de donc je le recule un peu axe derrière, c'est-à-dire dans le passé, il a de certaines valeurs pendant le régime de Meiji, c'est-à-dire il veut, c'est un gouvernement réactionnaire, c'est un gouvernement qui croit, qui a de vision idéale pour rattraper l'ancien régime avant la guerre, c'est-à-dire la valeur, c'est au niveau de constitution de Meiji, c'est-à-dire à 1889, c'est la constitution en régime impérial. L'empereur qui donc sommet de pouvoir et voilà, qui c'est le régime. D'ailleurs, il donne pas de niet pour le gouvernement pendant la guerre. Donc, ça va pousser le problème diplomatiquement face aux Chine, Corée. C'est sûr que ça va... il peut pas continuer comme ça au niveau de diplomatie. Et puis, mais il est très très à droite. Il est très très à droite. Il rejette le titre, le changement de titre, c'est-à-dire maintenant il essaie de toute infrastructure politique, ce qu'il est en train de faire, c'est le très large mouvement politique réactionnaire, c'est-à-dire avoir de l'armée, avoir de l'industrie armement, avoir de nucléaire, avoir peut-être l'armement nucléaire, tout c'est le calculant de valeurs politiques, et ça va un jour, ça va claquer. Oui. Bon, donc on finit pas sur une note très réjouissante, mais on n'avait pas commencé sur une note réjouissante, donc donc comment est-ce qu'on peut aller se procurer vos films
Ah, le film, peut voir le film, c'est sur Arte. Je crois que Arte, VOD, c'est encore, Ah, on d'accord. peut le voir, Bon, VOD. d'accord. Donc sur Oui, Arte, oui, le monde après Fukushima. oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir parlé de tout ça. Euh, Quant à nous, notre prochaine émission, c'est le 10 septembre. On va prendre quelques vacances. Et, Ouais. et vous pouvez retrouver donc toutes nos émissions de radio depuis 2 ans sur notre blog collectif antinucléaire 13 wordpress.com. Voilà, on vous remercie beaucoup et bon courage pour vos Non, de rien. prochains projets. Oui. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc pour nous, au 10 septembre, 14h.